pour vous deux. Ouais. Oui, magnifique. Pour tout le monde aussi. Pour tout le monde. Ouais. Mais René, pour toi, c'était une aventure formidable, ça, c'est cool. Ben, une rencontre avec... un personnage, c'est toujours une part de nous-mêmes. Puis là, j'avais une image de gars très réservé. Oui. Puis avec là, François Dumoulin, on a ouvert sur mon côté passionné, peut-être un peu. Oui, mais c'est vrai que c'est aussi. intéressant, ça, tout à coup, quand une émission fonctionne et tout à coup, ce personnage-là est quelque chose d'autre qui nous est proposé, puis qu'on propose aux autres aussi. C'est vrai qu'on connaissait René Gagnon comme quelqu'un de beaucoup plus réservé. Ceux qui ont travaillé... osé faire dans ce coup. Ouais, tous ceux qui ont travaillé avec moi au théâtre savent à quel point je suis bébé, passionné et tout ça. Mais ça paraissait... Je le montrais jamais, les rôles qu'on me demandait. Il n'y avait pas la passion que ce personnage, qui habite ce personnage-là tout le temps, tout le temps. Mais c'est vrai aussi que c'est une série qui est bien faite, qui est soignée à tous les niveaux. Et ça aide, j'imagine aussi. C'est agréable de jouer. C'est une famille. La première année, je pense que c'est ce que Georges Mialka a créé de plus fabuleux. C'est-à-dire que le texte est écrit, mais toutes les relations, les petites choses humaines qu'on fait de tous les jours entre les humains, c'est là qu'on les a placés. Il y a 10 personnes qui passent en même temps, il y a toujours des papiers qui passent devant quelqu'un, même dans une scène à deux. Il y avait toujours cette fébrilité-là, et c'est ça qu'on a créé qui était fascinant. Et on a eu du plaisir à la première seconde, ça apparaît. Je ne sais pas si vous allez vous ennuyer du coup, mais peut-être que... Ben, t'as pas le temps, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, mais toi-même, t'as pas eu le temps beaucoup parce que, bon, là, en ce moment, tu pars en tournée bientôt avec le duo pour vous obstiner. De Marie. Des petites pièces à deux. Oui, hein? Oui, aussi pièces à deux. Ben oui, c'est devenu quelque chose de... Ben, en fait, c'est comme un cadeau pour un acteur, je trouve. Oui. Parce que un acteur seul, ça n'existe pas. Et à deux, c'est le compte du bonheur, parce que l'échange est constant tout le temps. Il n'y a pas de repos, mais en même temps, l'excitation. Jo, c'est une pièce bon, qui a été écrite en 70. Oui. Bon, qu'il y a eu des critiques de toutes sortes. C'est-à-dire qu'on dit, bon, on dit que ça a vieilli, on dit, bon, oups, c'est une production qui est même plus intéressante qu'elle était avant, bon, etc., etc. Comment on se sent dans une pièce qui, effectivement, est-ce que vous sentez, vous autres, que cette pièce-là a vieilli quand vous la jouez? Ben, ça, pas du tout, par exemple, parce que j'en ai passé le commentaire à quelqu'un. Il y a 13 ans, on ne parlait pas de, entre parenthèses, de cocooning. Ouais. Et cette pièce-là parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. C'est-à-dire que la société, la vie est rendue tellement difficile qu'on se renferme à la maison, qu'on essaie de se protéger. Mon personnage veut ça de la première seconde à la dernière seconde, mais il ne sait pas vivre. Il y en a une gang, là même. Oui, hein? Au théâtre, il y en a une gang. Mais c'est une pièce, donc, vous allez partir en tournée avec ça. Vous faites plusieurs villes? Est-ce que c'est une grosse tournée? Non, c'est malheureusement une petite tournée, alors, dans la province, surveiller nos endroits, parce que malheureusement, c'est pas une grosse tournée. C'est un spectacle qui a été placé un peu tard en saison. Mais est-ce qu'il y a des villes que tu peux nous dire? Oui, on va à Sherbrooke la semaine prochaine, à Gatineau 2 soirs. On va aller à Rouen un peu plus tard, à Bécomo, Valleyfield. Faites le tour. C'est un beau petit voyage quand même. Oui, puis c'est toujours agréable de... Parce que quand on sort de Montréal et qu'on se retrouve juste le groupe d'acteurs ensemble pour jouer, tout d'un coup, il n'y a que le théâtre qui existe. Et c'est un repos de la grande ville très agréable. Bien, on vous souhaite une belle tournée, René. Et puis on se quitte sur des extraits de Duo pour votre... Il faudrait pas que la danse t'empêche de vivre, quand même. Mais la danse m'empêche pas de vivre. Quand est-ce que tu penses avoir le temps de t'en occuper du chien? Je sais pas, au courant de la semaine prochaine peut-être. La semaine prochaine, tu n'iras pas plus que cette semaine. Cette semaine, je répétais. La semaine passée aussi. Mais oui, je répète intensivement depuis 2 mois, Philippe. Et quand tu répètes, t'as pas le temps de vivre. C'est exceptionnel, tu le sais bien. Qu'est-ce qui va se passer si tu te mets à travailler sans arrêt? Je vais m'habituer, c'est mon premier vrai spectacle, t'as pas l'air de comprendre. As-tu remarqué qu'aussitôt que tu te mets à travailler, tu laisses tout tomber? Tu deviens invisible, absente, distraite. Moi, je me retrouve sur une voie d'évitement. Pas moyen de te voir ni de te parler. C'est une question d'horaire. Nos horaires coïncident pas. Je pourrais faire un effort, une fois par semaine, disons. Est-ce que c'est trop de demander que je te sente un peu, que je me rappelle qu'on vit ensemble? T'exagères, c'est pas si pire que ça. On s'est vu hier, avant Vas-tu hier. apprendre à te détendre un peu dans la vie? J'ai un spectacle, Philippe, j'ai un spectacle. Vas-tu comprendre ça? Vas-tu apprendre à te détendre un peu dans la vie, spectacle ou pas spectacle?
C'est le temps des questions indiscrètes dont j'avais parlé à Francine tantôt. Et express aussi. Et express aussi. Francine, C'est-à-dire tu réponds assez rapidement, d'accord? Prends pas trop de temps pour réfléchir, parce que sans ça... Tu veux-tu commencer, mon gars? Vas-y, madame. C'est tout le temps à moi de te dire de commencer. Ouais. Justement, tiens, en parlant de ça, quel type de gars tu t'excites? Il y en a beaucoup, malheureusement. Celui qui fait des bandits. Les trous fins. Les trop fins. Les roses, là? Oui, les roses. Après, j'ai une chance. Oui, il y a une phrase que André Brassard dit dans la pièce en parlant du gars parce qu'il est tannant un moment donné, puis elle le trouve quétaine et il fait dire coudon, y a-tu avalé la cassette vidéo de Bambi? Alors ça, c'est le genre de... Écoute, je préfère les hommes bruns. D'accord. Je vais sortir. Ta sorte de biscuit préféré? Des biscuits qui viennent des États-Unis, Nine Tucket, ça s'appelle. J'en mange pas souvent, mais j'aime assez. OK. La fois où tu as été le plus gêné avec un garçon à qui tu avais donné rendez-vous ou que lui t'avais donné rendez-vous? J'en raconte vite. Oui. J'ai une peau pas pire, mais j'ai eu un bouton une fois dans ma vie, ça, c'est adolescente, et on me présentait un gars qui me tentait depuis des semaines et des mois, et je me suis tenue comme ça toute la soirée. Attendez, jusqu'à ce que le gars se présente à moi. Donne-moi ta main, j'ai fait ceci. Bonsoir. Voilà. Mais je rougis facilement, moi. D'accord. Ah, ben c'est Encore, ça va venir. Là. Tu as écrit des chansons, toi, hein? Ouais. Entre autres, on me dit... Sais-tu lesquelles? Question express? Non. OK. C'est moi qui pose des questions, toi tu Parfait. réponds. Marie-Carmen et Louise Forestier, si jamais tu écrivais, je sais pas, pour Madonna. Bigra? Non, Madonna. Ah oui. Madonna Bigra, hein, vas-y. Voilà. Ben Bigra, très sensuel. Madonna, très simple. Tu veux ça express? Est-ce que tu mets ta robe de chambre dans la sécheuse? Je l'ai faite une seule fois, puis j'ai failli avoir une crise cardiaque parce que je venais d'acheter une nouvelle sécheuse. Non, parce que je venais d'acheter une nouvelle sécheuse. Non, je venais d'acheter une nouvelle sécheuse, puis je savais pas qu'il y avait un petit boss dessus quand le linge était sec. Puis je venais d'écrire quelque chose, je me suis couchée à 4 h du matin, puis j'étais dans mon bain chaud avec une débarbouillette, puis j'ai mis la robe de chambre dans la sécheuse et le piton est parti et j'ai eu la peur de ma vie parce que ça sonnait tellement fort. Moi, quand Voilà, j'ai mis c'est mon pas chat fait. dans sa cheuse, ça a fait la même. Merci d'avoir répondu avec tant de franchise, Francine. Merci beaucoup. Là-dessus, eh bien, on retrouve avec Express. On retrouve avec plaisir cette voix magnifique, Lara Fabian, qui nous interprète « Il existe un endroit ». Lara Fabian. Si jamais vous croyez tout comme moi qu'il existe un endroit où vous pourrez vous aimer sans jamais vous lasser, je crois que cette chanson vous convaincra. Au bout de tout, de ce bleu immense, au bout de mes joues et de ton cœur qui danse, à portée des mains de l'espace.
Bonsoir et bienvenue. Il y a eu bien sûr Les filles de Caleb et en 1992 le premier tome de Ces enfants d'ailleurs. Eh bien ce soir, elle vient nous parler de la conclusion de cette saga de l'immigration polonaise au Québec, donc le deuxième tome de Ces enfants d'ailleurs, L'envol des tourterelles. C'est d'abord le sujet de l'immigration, point. Polonaise pour des raisons culturelles, j'y reviens. L'immigration, davantage, comment se sent l'âme, comment est l'âme d'une personne qui s'exile. Ça me touche beaucoup plus finalement que le phénomène social et politique de l'immigration. Moi, c'est qu'est-ce qu'on fait pour choisir l'exil? Où est-ce qu'on va chercher la force de s'exiler? Il y a l'exil forcé, c'est sûr, mais il y a l'exil choisi. Jusqu'à quand est-ce qu'on se sent toujours exilé? Et toutes les personnes que j'ai rencontrées qui étaient des nouveaux arrivants ont toujours une espèce de regret de la mère patrie, une espèce d'amertume. Et par contre, j'ai pu constater que c'est plus facile pour ceux qui ont le privilège ou le loisir de pouvoir y retourner une fois par année ou une fois par 2 ans. Ces personnes-là s'intègrent beaucoup mieux. Et là, vous me parlez comme une journaliste. Toujours, on s'est connus, j'étais journaliste. C'est vrai. Bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il doit y avoir un intérêt, une passion pour le sujet, une émotion par rapport au sujet. Qu'est-ce que vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce sujet? Je vous ai dit, c'est l'âme des gens. C'est cette question, pourquoi? En avez-vous connu, je veux dire? Les gens qui ont immigré? Oui, beaucoup. Pas des Polonais, pas nécessairement les Polonais. J'en ai connu en faisant Ces enfants d'ailleurs, des Polonais. Les Polonais, pour des raisons, c'était pas évident non plus à trouver, les Polonais, parce que, ils sont sensibilisés à la culture francophone, culture française. Ils sont catholiques aussi, oui. Ils sont catholiques, donc s'il Duplessis, ils pouvaient venir au Québec. Les protestants allaient ailleurs. Mais il y a beaucoup de Polonais aussi dans les provinces de l'Ouest. J'ai étudié avec des Polonais quand j'étais au Manitoba. Ça me fascinait. Il y avait des noms extraordinaires. Et il y avait aussi les Polonais qui pouvaient avoir servi sous commandement anglais. C'était pas donné à tous les Européens, à part les Anglais évidemment, d'avoir servi sous commandement anglais. J'aurais pas pu avoir des Italiens, par exemple. J'aurais pas pu avoir des Français. Alors que les Polonais, avec le général Anders, sont allés sous commandement anglais. De là, l'Angleterre avait offert à ceux qui avaient servi sous commandement anglais d'émigrer, la possibilité d'émigrer dans n'importe quel pays, le Commonwealth. Ça pouvait servir le roman à ce moment-là. D'ailleurs, je me suis servi de toutes ces portes d'entrée pour les personnages de parrainage, l'armée. Oui. Il y a une recherche inouïe. Hein? Est-ce que quand vous avez une phrase qui dit « Le style, c'est quand l'effort ne paraît plus ». Oui. Quand vous avez commencé le premier tome, est-ce que vous saviez déjà comment allait se terminer le deuxième? Tout à fait. Parce que déjà, malheureusement, on ne peut pas parler de ce passage précis, mais il y a des répliques de personnages qui sont dites dans le deuxième tome, à la toute fin, qui sont écrites dans le premier tome. Et ces répliques-là sont faites en fonction très précise d'un objectif. La structure est vraiment terminée avant que je commence. Et il y a beaucoup d'écrivains qui disent, moi, j'écris et les personnages me possèdent. C'est pas moi qui décide de ce qu'ils vont faire. Vous, dans un roman historique, c'est plus difficile. Ouais. Moi, j'écris, mes personnages me possèdent. Je sais exactement qui va mourir, qui va vivre. Sauf que je ne sais ni où ni quand les personnages vont le faire. Je ne sais pas quand le destin va les frapper nécessairement. À ce sujet-là, c'est plutôt amusant parce que le personnage d'Anna devait mourir. Dans la structure de départ, le personnage d'Anna mourait. Oui. Jamais Anna est morte. Et j'avais vraiment l'impression que ce personnage-là me faisait les pieds nus en disant « t'as pas réussi à me tuer ». Et vraiment, j'avais l'impression qu'elle me tenait tête de façon extraordinaire. Chaque fois qu'il arrivait un moment où je pouvais effectivement la faire mourir, non, elle s'esquivait. Et puis, j'ai trouvé ça très drôle d'ailleurs, combien ce personnage m'a réussi. Quel est le personnage, parce qu'il y a de très beaux personnages, enfin, Yann, Jerzy, Elisabeth, il y en a même quand même... son mari. Oui, son mari, tout à fait. Quel est le personnage que vous avez le plus aimé, en dehors de celui-là qui vous a donné beaucoup de fil à retordre? Yann, j'aime beaucoup Yann, et j'aime beaucoup Florence, qui est un personnage spontané, non prévu dans la structure. Qui est une petite violoniste géniale, qui est sous la coupe d'Elisabeth. J'aime beaucoup le personnage de Florence, parce que, entre autres, c'est un personnage qui, effectivement, n'était pas dans la structure de départ, qui avait évidemment sa raison d'être et de vivre, une raison très importante, qui m'a étonnée sans arrêt. Et j'aime beaucoup avoir des personnages d'enfants. Il y a une espèce de... D'abord,
On me reproche mon animisme, mais je suis très animiste encore. Je suis très enfant. Hein. Vous faites parler, vous lui faites parler son violon. Voilà, ouais. bon, c'est tout à fait comme ça. C'est hier encore, j'ai dit, pauvre auto, pauvre. Je fais toujours vivre tout autour de moi. Et ce personnage-là, les enfants me permettent d'avoir des dialogues ou d'avoir des états d'âme ou des réflexions, justement, qui font vivre l'univers autour d'eux. Il y a un personnage, en fait, il y a un passage. Le personnage aussi est touchant, mais un passage qui met en scène un juif, M. Abraham Cohen, qui vit à Montréal, qui a des épiceries, des entrepôts. Et Yann, à un moment donné, puisque son commerce est florissant, il achète ces entrepôts de ce M. Cohen. Et vous décrivez un rapport entre les ouvriers et ce vieux juif très tendre, très amicaux, et c'est très beau de la façon dont vous reproduisez ça. Il y en a eu beaucoup à Montréal, de ces, ça a l'air bête de dire de ces vieux juifs, mais en fait c'est ça, de ces vieux juifs. J'aimerais savoir son pays d'origine, ce serait peut-être plus respectueux que de l'appeler par sa religion. Mais il y en a eu plusieurs à Montréal qui ont eu, effectivement, surtout dans le textile, dans les manufactures, qui ont eu des rapports très, très sympathiques avec les gens. Il y en a eu beaucoup dans l'alimentation aussi et dans le vêtement, mais dans le vêtement tout fait. On les voyait dans le nord de Fairmont, dans ce coin-là, Saint-Viateur. Mais quand on réussit à écrire un beau passage, parce que c'est vraiment très beau comme celui-là, puis qu'on le relit, là, vous êtes à votre ordinateur, puis vous relisez ça. Celui-là, j'ai pleuré. Oui, celui-là, j'ai pleuré. J'étais très contente de ce passage-là, parce que c'était un passage aussi qui faisait évoluer le personnage de Yann dans ce qu'il était, dans ses défauts. Yann a une espèce de préjugé face aux Juifs, comme plusieurs Polonais. Voilà. Et le fait tout à coup, d'ailleurs j'ai changé une phrase, je l'ai réécrite, il se faisait la réflexion que ces personnages-là lui faisaient un peu penser, les frères Cohen, lui faisaient un peu penser aux Favreau, mais en plus juif. Mais c'était un beau compliment pour lui de dire, ben ça c'est un peu comme les Favreau, c'est-à-dire qu'il était prêt à les aimer. Et en fait, qu'il les aimait. Et je pense que le lien, la relation qu'il entretient avec le vieux Cohen est une relation extrêmement sympathique où il ne le met pas de côté, même s'il achète son entrepôt, il l'invite quand même à venir le voir, à lui donner des conseils. J'aime bien ce qu'il... Est-ce que vous avez parce que les gens le savent, puisque les gens vous lisent à ce point, que vous êtes une conteuse extraordinaire et que vous avez le sens du rebondissement, de l'intrigue, là, vous arrivez tout à coup. Et ça se produit à peu près, dans celui-ci, à peu près au milieu, là, où ça commence à se passer toutes sortes de choses. Est-ce que vous prendre un plaisir inouï à... Oh oui, mais vous savez que moi... vous retricotez tout. Oui, je me demande de me surprendre moi-même. Hein. Si un jour je relis un passage et que j'ai pas un petit frisson, que j'ai pas... à ce moment-là, il est mauvais, hein. Il n'est pas dans le livre. Je l'élimine carrément ou je le réécris en totalité. La fin, au fait, a été réécrite en totalité. Elle était exactement la même, d'accord? Mais il y avait comme une magie qui n'était pas là. Non, c'était comme une eau plate. Je voulais que ce soit une eau pétillante. Et c'était rendu chez l'éditeur et je dormais pas. Je disais non, il faut que je réécrive. Je parle pas de l'épilogue, je parle de la fin. Je disais non, il y a quelque chose qui cloche dans cette fin-là. J'aime pas ça. Je veux recommencer. Et là, j'ai demandé à l'éditeur, c'est quand le vrai échéancier? Il m'a dit, ben, c'est telle date. J'ai dit, bon, ben, écoute, la fin, je la reprends. Et le temps que le reviseur arrive à la fin, j'avais eu le temps de la réécrire. Et on ne parlera pas plus que ça de la fin. Non, on ne parlera pas de la fin. Et là, j'étais très satisfaite. Là, j'étais contente. Mais je l'ai écrite, c'est encore une coïncidence amusante. Je l'ai fini, je l'ai réécrit. C'était pressé, c'était serré, ça n'a pas de bon sens, parce qu'il sortait au Salon du Livre le week-end de l'Action de grâce, en octobre. Je l'avais remis avant, mais là, j'en pouvais plus. Je l'ai réécrite, cette fin-là. Et ça fait 3 de mes 4 romans qui se terminent le week-end de l'Action de grâce. Ah, ben, c'est formidable. C'est drôle, hein? Moi, Arlette Couture, est-ce que vous avez commencé un autre roman? Oui, j'en ai commencé un autre. J'ose pas en parler trop, parce que je me méfie toujours. Il faut avoir fait les 3 mois avant de dire qu'on est enceinte. Et j'ai pas fini les 3 mois. Mais je l'aime tellement, je l'aime vraiment beaucoup, et ce n'est pas un roman qui ressemble au roman que j'ai écrit jusqu'à maintenant. Vous voulez dire qu'il n'y aura pas toute cette dimension historique, non, de rien recherche? De ça. Non, rien de ça. C'est tout petit, il y a même une narration, ce
que je n'ai jamais. C'est un roman écrit au jeu, ce que je n'ai jamais fait. Est-ce que c'est mauvais? J'en sais rien. C'est difficile de faire un roman au jeu, mais c'est pas moi le jeu. Ça pourrait l'être parce qu'on pourrait croire que votre vie est un roman. Ah oui, vous trouvez, vous? Bon Dieu! Un roman noir, oui. Mais, oh mon Dieu, non, non. J'ai une vie bien tranquille. Merci beaucoup, Arlette. Merci de m'avoir invité. Gilles Vigneault appartient à la littérature québécoise par ses chansons, ses poèmes et aussi par ses récits et contes pour enfants. Une enseignante de l'Abitibi, séduite par l'œuvre du poète-chanteur, a décidé de faire partager sa passion à ses petits élèves. Oui, j'ai un faible pour Gilles Vigneault. Aussi, j'ai un faible pour la poésie. Et je trouve que le théâtre et la poésie, ce sont des genres de littérature qui sont moins touchés à l'école. Il évoque à travers de nombreuses chansons les diverses facettes de son patrimoine culturel. C'est ça. C'est les biens, l'héritage qu'on peut laisser à une collectivité. C'est un auteur, un conteur et pour enfants merveilleux. Je trouve que c'est un gardien de la langue française et du patrimoine aussi, de l'héritage. Et dans ces histoires, c'est des histoires qui peuvent traverser le temps. On y retrouve des valeurs, on y trouve des personnages entre l'enfant et le grand-père. Et c'est vraiment raconté avec beaucoup de poésie, de musique. Et les enfants, même s'ils ne connaissent pas Gilles Vigneault, rient et vraiment savourent ces histoires-là. L'automne, c'est sur le trésor, et l'hiver, ce sera sur le renard. Et vous allez trouver ici là, des expressions ou des phrases ou des bouts de phrases que Gilles Vigneault utilise pour bien vous faire comprendre sa poésie. Et vous essayez de retenir les mots et les passages difficiles. Ensuite, on puisse travailler ensemble le texte. Ça va? Vous êtes prêts? Un conte d'automne. Le trésor. Je vais aller demander à mon oncle Toby. Et avant que sa mère n'ait eu le temps de protester, de faire un commentaire ou d'émettre un soupçon, on ne sait jamais, d'envoyer un message. Pico était déjà sorti. Il faut vraiment leur montrer comment l'auteur s'y prend, quelle est la différence entre l'écriture ordinaire et la poésie, les tournures de phrases, les expressions. Des fois, c'est des mots qu'eux n'utilisent plus du tout. Pendant que dans un autre rêve, de veille, celui-là, un oncle Toby fébrile préparait l'aventure, ajustait des pièces, vérifiait les détails et faisait le réel épouser la chimère. Il faut vraiment accompagner l'enfant. Il faut leur montrer la différence entre lire nous-mêmes et celui qui est vraiment capable de raconter une histoire. Ce que Gilles Vigneault est capable de faire aussi, ce qui est assez fantastique. Non seulement lui, il écrit, mais il peut raconter aussi. Ça, c'est exceptionnel. Toujours actif, mon lecteur invité, le cinéaste Gilles Carle, fait partie de la jeune histoire du cinéma québécois, que l'on songe à des films comme La vie heureuse de Léopold Z, La vraie nature de Bernadette ou La mort d'un bûcheron. L'an dernier, il tournait en France un téléfilm, L'honneur des grandes neiges, adapté d'un roman de James Oliver Curwood, qui fait bien sûr partie de ses choix de lecture. Bonsoir Gilles Carle. Bonsoir. Tout d'abord, avant de parler de livres, je voudrais vous féliciter pour votre Légion d'honneur que vous venez de recevoir. J'imagine que ça vous a fait un petit velours, comme on dit en québécois. Surtout fait une surprise, Madame Barbier. Je m'y attendais pas du tout. Mais ça n'a pas eu lieu maintenant. Maintenant, on la donne, on la remet sur une scène, et puis de ça. J'ai eu ça au début de l'année, l'an dernier, puis j'avais jamais eu le temps d'aller la chercher. Ah bon? Je l'aurais eu une main de Mitterrand, c'est ça que je regrette. Ah. Alors là, si on faisait une délégation de sous-ministre français, alors, mais c'est le fun. Alors, abordons le sujet important de ce soir, les livres. Tout à l'heure, on se parlait et vous me disiez, dans le fond, les livres, c'est beaucoup plus important que le cinéma. J'ai eu une vie de livre avant et pendant que je faisais du film, mais toujours presque aussi importante, même quand je tournais. J'ai commencé, comme tous les enfants du monde, à lire... moi, c'était Les aventures du soldat Chapuzot. Vous connaissez? Oui, alors là, vous m'avez dit que vous vouliez faire un appel à tous pour qu'on retrouve le soldat Chapuzot. Les aventures du soldat Chapuzot, que D'accord. j'ai illustré, avec lesquelles j'ai fait des bandes dessinées. Et puis, je n'ai jamais, même en France, j'ai fait 20 livraires, j'ai des amis, je leur ai tous demandé, et jamais on n'a retrouvé ces livres-là. Pourtant, ils ont existé, ma mémoire ne me trompe pas.
Mais c'est pas plus important que ça, mais c'est fascinant de penser que moi, j'en ai gardé la mémoire, puis les livres ont disparu. Ah oui. Peut-être qu'ils ont brûlés pendant la guerre, trop cochons, je sais pas. Je sais pas. Non, je sais pas. Vous n'avez pas gardé souvenir de ça? Non, j'ai pas gardé souvenir de ça. C'est des trucs de caserne avec un soldat qui était le soldat Chapuzot. Mon coup de cœur cette semaine, c'est ce livre fabuleux, De l'amour et autres démons, d'un immense auteur du XXe siècle et qui vient encore une fois ici de le prouver, le Colombien Gabriel Garcia Marquez. C'est un livre nourrissant, déroutant, émouvant, magique sur la vie, la mort, la haine, l'amour. Le roman commence dans la préface, alors que Garcia Marquez assiste comme journaliste à la destruction de la crypte du couvent de Santa Clara. Au premier coup de pioche, la pierre se désintégra et une chevelure vivante d'une intense couleur de cuivre déferla hors de la crypte. Le maître d'œuvre voulut la dégager tout entière avec l'aide des ouvriers, et plus il tirait, plus elle semblait longue et abondante, jusqu'au moment où l'on distingua les dernières boucles collées à un crâne d'enfant. Déployée à terre, la splendide chevelure mesurait 22 mètres et 11 centimètres. Il s'agit de Sierra Maria Todos de Los Angeles, une petite marquise créole, morte d'amour à 12 ans, 2 siècles plus tôt. Né de 2 demi-fous, le marquis de Casal Duero, qui vit dans l'épouvante d'être vivant, et de l'immonde Bernarda, qui a le cul plus grand que le corps et qui se drogue au cacao et à la mélasse fermentée, la petite Sierva Maria, haïe de ses parents, sera élevée par les esclaves Yoruba et africains. Elle flotte sur la putréfaction et la décrépitude comme une âme en liberté, comme une petite déesse sauvage et pure à la beauté troublante. De son père, elle avait le corps émacié, la timidité irrémédiable, la peau livide, le bleu taciturne des yeux et le cuivre pur de sa chevelure somptueuse. Sa nature secrète et réservée la rendait presque invisible. Effrayée par cette étrange qualité, sa mère attachait une clochette à son poignet afin de ne pas perdre sa trace dans la pénombre de la maison. À l'âge de 12 ans, la petite Sierva Maria sera mordue par un chien enragé, un événement qui viendra sceller son destin, mais je ne parle plus. Je vous laisse lire De l'amour et autres démons de Gabriel Garcia Marquez. Est-ce que les expériences douloureuses d'un enfant affectent ses réactions à la douleur à l'âge adulte? Le professeur Ronald Melzac, mardi 20h30 à Radio-Québec. L'article où Dr Melzac et Dr Wall ont énoncé les postulats de théorie, c'est un des articles qui demeure encore les plus cités au monde de nos jours. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose d'éliminer toutes les douleurs. Votre neveu est-il prêt pour la visite? De Gilles Carle, les romans et récits de James Oliver Curwood dans la collection Bouquins. Et si vous voulez connaître davantage Gilles Carle, eh bien, je vous propose dans la collection Libère de vive voix ses entretiens avec Michel Coulombe. Mon coup de cœur, eh bien, oui, ça s'appelle Un chef-d'œuvre de Gabriel Garcia Marquez, De l'amour et autres démons. C'est publié chez Grasset. D'autres suggestions de J.M. Coetzee, Le maître de Pétersbourg, publié aux éditions du Seuil. Coetzee est peut-être le plus grand écrivain d'Afrique du Sud. Il met en scène dans ce roman nul autre que Dostoïevski. Du Québécois, Gilles Léveillé, chez Québec Amérique, un recueil de nouvelles, Lieu de passage. Et enfin, de Mireille Maurice, un roman, Le Grand Buis, sur le grand chroniqueur et pamphlétaire du 19e siècle, que fut bien sûr Arthur Buis. Et bien voilà, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, je reçois l'écrivain Neil Bissoundat et ma lectrice sera la comédienne Pascale Maupetit. Alors bonsoir, bonne lecture et revenez-nous la semaine prochaine.
quand les enfants chicanent fort, ça m'énerve. Mais là, Roger, il intervient. Il dit, hey, ça va faire, vous autres. Il dit, voyez pas que votre mère n'a pas toute sa tête à elle. Rentrez dans votre chambre. Oh, il ne frapperait pas, par exemple. Hein? Non. Il n'est pas pour ça, lui. Non, non, mais après ça, c'est comme les enfants, ils filent plus doux. Puis moi, ben, ça me calme. Les pilules du bonheur, il n'y a pas que les femmes âgées qui en prennent. J'ai avec moi Francine Verret, qui a commencé à 19 ans. Oui. Et t'en as pris pendant 12 ans. 12 ans, à peu près, oui. OK. Pourquoi tu prenais des pilules? Pourquoi tu es allé voir un médecin qui t'a prescrit des Valium? Parce que je voulais trouver le bonheur. Oui. Oui. La pilule du bonheur, j'avais entendu parler de ça. C'est pour soigner un mal de l'âme. Tu t'aimais pas ta vie, ça allait pas? Je m'aimais pas, j'aimais pas ma vie et j'aimais pas vivre. Mais il fallait que je m'arrange pour essayer de vivre. Et quand tu as découvert que le Valium faisait de l'effet, t'en as pris un petit peu plus? Un petit peu plus. Jamais trop, parce que j'ai toujours essayé de garder le contrôle, parce que je suis bien orgueilleuse, hein. Mon paraître est très, très, très important. J'ai... Dans le langage de la consommation, on dit consommer sur les breaks. Tu consommais ces breaks. C'est ça. C'est bon. C'est bon. Mais alors, bon, quand tu es allé voir le médecin, il t'a donné des Valium assez facilement. Oui. Il t'en prenait combien par jour, au début? Au début, c'était 3. Une le matin, une dans l'après-midi et une avant de me coucher. Est-ce que tu savais qu'il y avait des effets secondaires? Des quoi? Non, je ne lui ai pas demandé. Tu n'as pas demandé, tu étais trop contente? C'est ça. Bon, comment tu t'es sentie avec les Valium? Bien, heureuse? Relax, enfin. Le corps détendu. Oui. La tête aussi détendue. Alors, quand on est bien comme ça, c'est tentant d'en prendre? Oui. Alors, tu en as pris à 3 par jour pendant combien de temps? Je peux pas dire toujours le nombre de temps parce que de temps en temps, je sautais les prises de Valium et je complétais avec de l'alcool. Okay. Mais c'est une maladie qui est insidieuse, hein, parce que là, on parle de toxicomanie et de polytoxicomanie parce qu'il y avait l'alcool et les médicaments. C'est fréquent, ça, hein? Oui, oui. Les deux ensemble. Oui, avec pourquoi? Parce que le Valium ne fait pas assez d'effet, alors tu le boostes, le... Je pourrais pas parler en général. Moi, dans mon cas, l'alcool relaxait mon corps. Oui. Et la Valium relaxait mon psychologique, oui. Bon, il arrive, bon, que tu te maries aussi, et que tu quittes Québec, bon. Qu'est-ce qui fait que tu augmentes la dose? Bien là, moi, c'est comme... Je pars de Québec et je m'en viens à Belleuil. Je suis déracinée, premièrement. Moi, je suis dépendante affective. Alors, on m'enlève de mon territoire natal et on m'amène dans un pays complètement inconnu. C'est comme si je m'étais retrouvée aux États-Unis, là, sans connaître personne. Alors, il t'en faut un petit peu plus? Là c'est beaucoup plus. C'est là que je commence mon bas fond, avec l'agoraphobie qui s'installe. Et t'en prends combien par jour? Dans ces années-là, je suis rendue à 40-50 par jour. 40 et 50 par jour? Oui. Mais tu devais être un zombie. Peux-tu prendre soin, tu as 3 enfants, peux-tu prendre soin de tes enfants? Peux-tu travailler? J'étais à la maison à ce moment-là. Oui. C'est-à-dire que je me levais le matin quand les enfants étaient partis pour l'école, quand mon mari était parti pour travailler, et là, je commençais. Quand les enfants revenaient de l'école, ben là, je m'habillais parce que moi, je passais mes journées en robe de chambre, avec mon café à la crème de Grand Marnier puis mes petites bouteilles de pilules dans la poche. Je sais pas si c'est question d'orgueil, parce que je suis très orgueilleuse, question de paraître aussi, mais j'ai pensé que ça paraissait pas jusqu'au jour où j'ai trouvé une photo d'un des anniversaires des enfants et c'est moi qui étais derrière puis je me suis pas reconnue. Je pesais à peu près 90 livres. J'en pèse 118, là. Fait que... Tu faisais 90 livres parce que tu n'as pas faim à ce moment-là? Pas du tout. Pas du tout. Et ton mari, comment il prenait ça d'avoir une femme qui était... Mon conjoint, il est pas là. Il n'est pas là non plus? Il n'est pas là, non. Il n'est pas là, alors tu restes seule. Faut que je m'organise toute seule. Dis-moi, trouver 50 pilules par jour, comment on fait ça? Par manipulation. Premièrement, moi, j'allais voir le médecin
Pour avoir, mettons, du Valium, je m'organisais pour y jouer le scénario qui allait avec la prescription de Valium. Pour avoir de l'Ativan, je jouais le scénario pour qu'il me prescrive l'Ativan. Mais moi, j'étais un petit peu style cocaïnomane. J'avais mon petit miroir, ma lame de rasoir. Oui. Je coupais mes médicaments en deux. Je complétais avec des produits tablettes. Qu'est-ce que tu appelles des produits tablettes? Des produits tablettes, c'est des produits qui sont vendus en pharmacie sans prescription. Des somnifères, des... Style Sominex, là. Oui, OK. Ouais. OK. Alors, plus, mais 50, oui. Francine, 50, oui. Qu'est-ce que tu fais? Avec des produits naturels. Aussi? Oui, parce qu'il y avait du Relaxol, alors, du calmant. Alors, tu deviens très habile, une vraie pharmacienne, finalement. Très, oui. Oui. Mais il y a des médecins qui prescrivent quand même, écoute, combien? Si tu en prends 50 multiplié par 7, c'est 350 pilules par semaine. Oui, oui. Il y en avait qui Madame Bertrand, je me suis déjà intoxiquée avec des produits naturels. Alors, je triplais et je quadruplais les doses. Donc, on peut toujours, même de nos jours, trouver des médicaments, Oui. Et est-ce qu'il y a un médecin qui, un jour, t'a posé des questions en te disant, écoute, là, tu y vas pas un peu fort? Et le médecin qui m'a prescrit dans mon bas-fond, là, il m'a dit, Francine, considère ça comme des béquilles. Moi, dans ma tête, ça a fait, moi, c'est une chaise roulante. Je lui ai pas dit. Ouais. Mais il ne savait pas que tu en prenais autant que ça. Non. Et que tu prenais d'autres produits pour... Non. Bon, il est arrivé que ce que tu appelles ton bas-fond, ça a été que tu fonctionnais plus. Tu devais être, écoute, 90 livres, pas manger. Oui, puis dans mon bas-fond aussi, j'ai eu un cancer du col de l'utérus. Fait que j'étais obligée d'avoir un traitement au laser, d'être suivie pendant 2 ans. Ensuite est arrivée la séparation, le divorce par après. Et maintenant, comment tu t'en es sortie? Moi, c'est... je vous disais tout à l'heure que je ne crois pas au hasard. C'est un signe qui vient d'une puissance. C'est un certain matin, dans mon bas-fond, j'ai ouvert le Journal de Montréal et il y avait des lettres que des dames avaient écrites à une madame la ministre, dans ce temps-là, je ne me rappelle pas de qui. Puis la dernière lettre que j'ai lue, je pensais que c'était moi qui avais écrit au journal. Tellement c'était ça. Oui. Puis ça parlait des centres de femmes. Alors, j'ai pris l'annuaire de la Rive-Sud. J'ai cherché centre de femmes. J'en avais un à Belleuil. J'ai appelé tout de suite. J'ai demandé si je pouvais aller prendre un café. Elle m'a dit oui. Ça ouvrait à 9h. À 9h02, j'étais là. Eux autres m'ont parlé de fraternité anonyme parce qu'ils ont vu que je filais pas beaucoup, là. Hein. Puis, suite à ça, je suis allée dans une fraternité anonyme chez Alanon parce que moi, mon conjoint consommait. Mais je pensais que je consommais parce que lui consommait, puis qu'il me faisait consommer. On s'en fait des scénarios. Et j'ai découvert que j'ai commencé à consommer, j'avais 16 ans. Je n'étais pas mariée. Alcool. Donc, c'était pas la faute. Bon, maintenant, pendant tes grossesses, as-tu consommé? Non. Tu n'as pas consommé, mais tu reprenais après. Maintenant, tu ne prends rien depuis combien de temps? Depuis 1988. 1988. Ouais. Ton mal de vivre, comment il va? Je dirais pas qu'il va très, très bien, mais il va de mieux en mieux. Ouais, sans pilule? Sans pilule. Sans alcool? Avec le mode de vie des alcooliques anonymes, un jour à la fois. Oui. Et maintenant, tu travailles auprès des femmes? Auprès des adultes, hommes et femmes, qui ont des problèmes de toxicomanie. Oui. Quelle sorte de femmes tu rencontres? Est-ce que c'est les mêmes sortes de... Il y en a de toutes les classes de la société. Il y en a des femmes au foyer, il y a des femmes sur le marché du travail, il y a des femmes séparées, il y a des femmes battues. Beaucoup. La plupart ont été instituées. Alors, ces femmes-là ont de l'espoir. Ton centre s'appelle le Pavillon du Nouveau Point de Vue à Lanoret. À Lanoret, oui. Alors, il y a des endroits où les femmes peuvent aller, comme toi, tu es allée te réfugier. Il y a des endroits pour en sortir. Oui, c'est des thérapies de 21 et 28 jours. C'est basé sur les 12 étapes des alcooliques anonymes. On explique la maladie, parce qu'on se déculpabilise à un moment donné, parce que moi, je pensais que j'étais folle, là. Mais c'est pas ça. C'est une maladie. C'est très important. La dépendance. Oui, c'est très important. L'image qu'on a des femmes qui prennent des pilules, c'est des images, de filles très poquées. C'est extraordinaire que toi, une belle fille comme ça, jeune, que tu aies passé par là. 50 pilules par jour pour en arriver maintenant à ce que tu es. C'est une belle expérience. Je te félicite. Merci. Je te félicite. Merci. Merci beaucoup.
Encore une fois, toutes sortes de femmes possèdent une boîte de pilules. Pas toujours dans cette boîte-là, des fois c'est dans tous les tiroirs de la maison. Ariane, c'est une femme qui réussit, qui a une boutique de vêtements, qui est designer, qui a une fille merveilleuse. Et pourtant, Ariane, tu prends des pilules de bonheur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense qu'on vient de la génération où est-ce qu'on est habitué de prendre, je sais pas, de l'alcool pour fêter, des médicaments pour se réveiller, pour faire performer, des médicaments pour dormir. On est habitué d'avoir des solutions rapides. Et je pense que je me suis fait prendre au jeu en voulant performer. C'est sûr que si j'allais faire la fête, là, il fallait que je dorme vite pour me réveiller tôt le matin, pas avoir trop de séquelles de ma soirée. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé tranquillement comme ça. J'étais pas du tout habituée aux médicaments. Mais c'est une solution un peu facile, là, qui me rentre. T'avais quel âge quand t'as commencé? Oh, ben, l'alcool et tout, j'ai commencé tôt, comme ma génération, j'allais dire. Mais les médicaments, j'ai commencé vers 31 ans, donc ça fait à peu près 10 ans. Ça a été facile pour toi de demander à un médecin d'avoir des pilules? Tu prenais des Xanax? Des Xanax. Xanax, ça s'appelle. C'est quoi à peu près? C'est comme les activants, à peu près. C'est très facile à avoir chez le médecin, c'est légal, c'est sûr, mais moi, j'ai commencé de manière légale quand j'ai mon ami qui est décédé d'un accident tragique. Donc, ça a été une bonne raison pour aller voir le médecin. Parce que je tremblais, je devenais un peu dépressive, je dormais mal, moi qui dors très bien habituellement. Au lieu de passer par-dessus cette période, de passer à travers cette période, j'ai pris la solution des médicaments. Donc, au début, c'était très, très lent, parce que moi, je prêchais l'équilibre dans tout, puis la bonne santé, mais ça faisait pas de tort. J'étais ignorante sur ça. J'ai jamais eu des parents qui prenaient des médicaments ou rien. Donc, une fois de temps en temps, je prenais ça. Puis un peu plus... À mesure que le temps passait, là, j'en prenais de plus en plus. Dans la semaine. Et je me suis fait prendre au jeu. Incapable de t'en passer. T'en avais partout dans la maison? T'en avais partout? J'en prenais tous les jours. Ensuite, c'est devenu le matin, le midi, le soir. Dès qu'on avait une émotion forte, je prenais une pilule. Je me sentais calme, je reposais, j'étais au-dessus de tout, là. Et qu'est-ce qui est arrivé pour que tu arrêtes? Ça a été le bas fond, parce que j'avais ma petite fille, à l'époque, avait 8-9 ans. Et puis, le matin, je préparais toujours son déjeuner et tout. Puis, à la fin, ma petite fille qui me criait dans les oreilles pour me réveiller, puis j'entendais rien. Mais ça t'empêchait pas de travailler. Tout ce temps-là, tu as travaillé. Ça m'empêchait pas de travailler. Ça m'empêchait pas de travailler jusqu'au moment que j'ai commencé à réaliser les effets secondaires du médicament. C'est quoi? Je commençais à avoir des trous de mémoire terribles. Je commençais à en avoir de plus en plus besoin. Je commençais à paniquer. Dès que je voyais qu'il m'en restait un ou deux, c'était la panique. Je devais m'arranger pour aller me chercher d'autres réserves. Ça devenait obsessif. Je ne pouvais pas penser à d'autres choses. À penser à d'autres choses. Et tu choses. as toujours eu de la facilité à en trouver? Pas toujours. Vers la fin, j'ai eu beaucoup moins de facilité. Jusqu'à temps que je sois allée dans un CLSC, voir une femme médecin qui m'a dit « Écoutez, Ariane, c'est fini. Vous devez faire une thérapie. » Et moi, je croyais pas à ça. La thérapie, je connaissais pas ça. Je pensais pas qu'on pouvait, en suivant une thérapie, on pouvait se désaccoutumer de quelque chose de physique. Moi, je voyais pas le rapport du tout. J'étais ignorante.
Et c'est comme ça que, effectivement, là, elle m'en a prescrit pour 10 jours seulement. J'ai dû prendre des procédures pour aller en maison de thérapie. Bon, mais qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que toi aussi, bon, j'emploie un mot anglais, tu doublais, je voulais dire booster, tu doublais l'effet par de l'alcool? Moi, c'était l'alcool, c'était l'alcool, la cocaïne et les médicaments. C'était ensemble, moi. C'était pas des grandes quantités, mais c'était la fête avec les trois. Donc, si je prenais de la cocaïne, je prenais une pilule. Dormir après, parce que c'était un excitant. C'était un excitant. Et si je prenais de la cocaïne, c'est parce que je ne pouvais pas supporter l'alcool. Je devenais tout de suite malade. Donc, vous voyez, c'était pour essayer d'avoir une vie autre que le travail. J'essayais de m'exciter avec d'autres choses. Ce qui est trompant avec les pilules et la cocaïne, bon, c'est que les effets de l'alcool, tout le monde connaît ça. Tout le monde a vu son mononcle sous, son frère sous, sa sœur saoule. On sait qu'est-ce que c'est un gars sous. Mais les pilules, on le sait pas. Non. Moi, je suis allée à ton magasin, puis j'ai pas vu ça. Non, c'est ça qu'on aime, c'est qu'on fonctionne très bien. Au contraire, c'est que ça nous aide à fonctionner, ça nous aide à prendre les clients plus calmement. La vie est quand même assez belle. C'est juste qu'au jour où ça fait plus l'effet qu'on demande et qu'on devient très dépressif et qu'on n'est pas capable de surmonter la montagne, si on veut. On a l'impression qu'on en a trop sur les épaules. J'avais l'impression d'avoir un poids sur les épaules. Je dormais 12 heures par nuit et je me réveillais fatiguée. Ce qui a été ma grande découverte, c'est quand j'ai commencé à dormir dans un sommeil naturel, comme c'était bénéfique par rapport aux 12 heures de sommeil sur les médicaments. Est-ce que tu me dis, toi, tu travailles dans une maison qui s'appelle l'Auberge du Nouveau Chemin. C'est à où, ça? C'est à Val-David. À Val-David. Alors, est-ce que tu me dis, d'après ton expérience, que la plupart des femmes qui prennent des pilules prennent aussi soit de l'alcool, soit de la cocaïne? Souvent, mais c'est pas tout le monde. Il y a des dames, ça dépend des... Non, c'est vraiment à chacun. De ma génération, beaucoup, on mélange les trois, c'est bien sûr. Et maintenant que tu es sortie de ça, comment tu te sens? Ton mal de vivre, est-ce qu'il a continué? Comment tu te sens? Du moment que j'ai arrêté les médicaments, ça a été une liberté pour moi. Très, très grande liberté. Parce que je vais vous dire une petite anecdote, là. J'étais aux Îles Vierges. À un moment donné, je ne buvais pas, je ne prenais pas de cocaïne. J'étais là pour me reposer. Et je me suis vue être obligée de prendre cette petite pilule, qui était une par jour, mais pas être capable de m'en passer. J'étais dans un paradis et j'aurais été prête de revenir s'il m'avait manqué une pilule. Alors, ça aussi, même, ça a été un choc. Ça, oui, même quand tout est donné, les îles Vierges, tout le luxe et tout, il te faut cette petite pilule pour être peur heureuse. de ne pas être capable de dormir. Moi, j'avais peur de faire de l'hyperventilation, c'est-à-dire de manquer d'air. Et c'est la panique qui vous prend. Oui. Depuis combien de temps, Ariane, t'es sobre? Ça va faire 15 mois. 15 mois? Oui. T'es contente? Ah, très contente. Et c'est pour ça que tu viens de dire. On Oui. peut arrêter, puis on est bien après. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de renseignements. C'est important. Merci, Ariane, d'être venue. T'es brave. Merci. Bon, maintenant qu'on a vu que prendre des pilules pour le bonheur, ça peut mener à une compulsion, ça peut mener à une intoxication même. J'ai invité Hélène Charret, qui est travailleuse sociale, et Nicole Gravel, qui est intervenante en toxicomanie. Mais avant, vous deux, de vous parler, je voudrais parler au docteur Pierre Lalonde, qui est psychiatre à Louis H. Lafontaine, et qui va m'expliquer exactement c'est quoi les pilules, puis qu'est-ce que ça fait, puis les effets secondaires. OK. On va commencer par Prozac, parce que c'est la mode, c'est la nouvelle pilule. Bon, tous les journaux du monde ont des articles de 3 pages sur cette nouvelle pilule du bonheur. C'est ça. En fait, dans ce qu'on discute ce soir, il y a 2 grandes catégories. Les antidépresseurs,
l'exemple du Prozac, qui est le nouvel antidépresseur, mais il y en a 5-6 autres de la même catégorie. Antidépresseur, antidépression. C'est ça. OK. On est déprimé, on y va. Pas tout à fait. Parce qu'il y a quand même des sortes de dépression sévères qui méritent d'être traitées par le Prozac ou d'autres sortes d'antidépresseurs. Et sans ça, les gens risquent de se suicider s'ils n'ont pas un traitement efficace. Une vraiment grosse dépression ou... Avec la tristesse, des pleurs, des idées suicidaires, perte d'appétit, perte de sommeil, etc. Donc, il y a vraiment des symptômes assez caractéristiques qu'un médecin ou qu'un psychiatre est capable de retrouver. Mais il y a aussi la tristesse, il y a aussi des événements de la vie quotidienne qui nous attristent. Ça, c'est pas de la dépression, ça, c'est normal d'avoir des émotions par le moment. OK. Oui, mais le mal de vivre, ce qu'on appelle le mal de l'âme, le mal de vivre, mes deux invités tantôt ont beaucoup parlé qu'elles avaient de la misère à vivre, elles s'aimaient pas, le peu d'estime de soi. Ça, est-ce que ça doit se soigner? Parfois, oui. Parfois avec des médicaments, parfois par l'entraide, parfois par des échanges, parfois par un meilleur soutien social. Parfois par des thérapies. Parfois par des thérapies. C'est vraiment la zone grise, ça, où c'est plus difficile de se décider de quelle catégorie ça fait partie. Bon, il y a Prozac, là, qui supposément n'a pas d'effet secondaire, pas d'accoutumance. C'est la pilule miracle, là. Actuellement, c'est démontré que ça n'a pas d'accoutumance, mais ça a quand même des effets secondaires. Ça donne de l'excitation. Docteur Lalonde, je me souviens très bien d'avoir fait, au début de mes émissions, il y a 15 ans, une émission, puis où on me disait que des Valium, il n'y avait pas d'accoutumance. On s'est réveillé avec une méchante accoutumance. C'est les Valium et les autres anxiolytiques, ça, c'est l'autre catégorie de médicaments qui sont contre l'anxiété. Effectivement, c'est démontré actuellement qu'à peu près 5 à 6 % des gens risquent de développer une accoutumance. Sauf qu'on ne sait pas au départ lesquels vont développer une accoutumance. Il y en a qui vont en prendre une de temps en temps. Par exemple, quand ils font des vols transatlantiques qui ont besoin de dormir. D'autres vont prendre un somnifère de temps en temps. Mais là-dessus, il y en a qui vont avoir besoin d'augmenter. Et d'augmenter, comme certains des invités avaient, à en prendre 60 par jour. C'est vraiment impressionnant. Oui, et c'est dangereux et c'est grave. Là, c'est plus sérieux parce que ça donne des troubles de mémoire. Là, j'ai parlé des antidépresseurs. Bon, il y a Prozac. Qu'est-ce qu'il y a comme antidépresseurs, les noms, les autres médicaments? Dans les nouvelles... L'ancienne catégorie, les plus connus, c'était Tofranil, Elavil, Surmonté, etc. Dans la nouvelle catégorie, le Prozac était le premier, mais il y en a d'autres comme le Zoloft, le Paxil. Il y en a 5 ou 6 autres maintenant qui sont sortis, qui sont à peu près de la même famille et qui sont moins connus parce qu'ils sont venus après, mais qui ont les mêmes effets. Les anti-anxiétés. Je ne vais pas le dire, ce mot-là, je suis pas capable de le dire. Anxiolytique. Anxiété, briser l'anxiété. Bon, il faut briser l'anxiété. Alors, tu as un examen, OK? Tu as un examen. Bon, moi, je pense aux comédiennes là, qui ont à faire des performances. S'il fallait qu'avant, pour tuer le trac, elles prennent des pilules, c'est dangereux. Après ça, il t'en faut 2. Il y a ça, puis c'est que si on n'a pas assez d'anxiété, comme de venir ici ce soir, là, c'est quand même anxiogène, ça cause l'anxiété chez bien des gens. C'est quand même utile, cette anxiété-là, parce que ça nous permet d'être productifs. Si on s'endort ou si on est trop ralenti par une médication, comme des anxiolytiques, ben là, on est moins performant. C'est pas souhaitable. Bon, alors, les somnifères, où ça rentre là-dedans? Les somnifères, c'est une variété de médicaments contre l'anxiété qui sont pris le soir. Le Valium, l'Ativan qui a été mentionné, le Xanax même, les Dalman, c'est tous de la même famille qui peuvent être pris soit dans la journée sur une courte durée d'action, soit le soir sur une action plus puissante pour favoriser l'endormissement. Bon, le problème, qui décide? Bon, les femmes qu'on a vues tantôt, elles disent on a été très manipulatrices. On est capable de jouer la comédie à un médecin pour qu'il nous en donne des pilules. Quand on en prend 50 par jour, faut en avoir. Bon, est-ce qu'il y a des lois plus sévères maintenant chez les médecins pour moins donner de pilules de ce genre? Des lois, pas vraiment, mais une éducation. Vous avez cité tantôt les années 70 où les mouvements féministes ont soulevé ce problème-là. Et depuis ce temps-là, les médecins sont beaucoup plus circonspects quand il s'agit de prescrire ces médications-là. D'habitude, ils prescrivent pour de courtes périodes, idéalement, avec un suivi attentif. Il peut arriver que ça soit encore prescrit d'une façon prolongée, d'une façon inattentive, mais ça devrait être beaucoup moins fréquent. Bon, les effets secondaires de ces pilules-là, en plus de donner de l'accoutumance, est-ce que ça se mêle à d'autres médicaments? Par exemple, des Valium, du Prozac et de l'alcool, qu'est-ce que ça fait? Ça rend ivre plus rapidement, ça rend de la confusion,
c'est plus embêtant. C'est comme pour les personnes âgées. Les personnes âgées qui prennent des pilules pour le cœur, pour les poumons, pour la tension, et en plus des activants. Alors, s'ils se mettent à mélanger toutes sortes de médications comme ça devient très compliqué parce que les effets secondaires augmentent. Alors, les effets secondaires, c'est surtout de la confusion, des malaises, perte de mémoire, manque d'attention. Et si ça devient plus sérieux, ça peut être des chutes, des fractures. D'accord. Ben, merci beaucoup. Je vais demander à Nicole, tu es intervenante dans une maison pour femmes. Bon, elles arrivent dans quel état, ces femmes-là? Elles ont pris quoi, d'abord? Bon, dans notre maison, on a des femmes qui prennent des médicaments. Il y a des mélanges, alcool, drogue. Les femmes qui arrivent, qui prennent des médicaments, toutes les femmes arrivent à l'auberge dans un piteux état. Je dis que la majorité des femmes arrivent avec des idées suicidaires. Elles n'en peuvent plus, beaucoup avec des tentatives de suicide aussi. Alors, c'est comme la vie est terminée maintenant. On va essayer ça, mais après, là, c'est pas certain qu'on va vivre. Qu'est-ce qu'elles ont pris comme médicaments dans la plupart des cas? Les médicaments que vous venez de mentionner, il y a le Xanax, qu'on parlait tout à l'heure, Rivotril, Prozac, voyez-vous ça à l'horizon? Mais le Prozac, c'est récent. on considère que c'est un antidépresseur. On ne touche pas à ça. Ce n'est pas des médicaments qui gèlent, qui intoxiquent. Nous, on enlève les médicaments qui créent de l'accoutumance. Prozac, ça gèle pas. Ben là, il peut y avoir des discussions maintenant que peut-être ça gèle, mais c'est pas notre but. Quand on parle de geler, là, on parle de geler les émotions. Oui, mais on ne touche pas aux antidépresseurs. Il y a un médecin qui vient à l'auberge, ne touche jamais aux antidépresseurs. On va enlever le Rivotril, les Xanax, les activants. Oui. Tous ces médicaments-là où les femmes ont de l'accoutumance, puis elles en prennent plusieurs. Oui. Un antidépresseur, habituellement, elles en prennent une par jour. C'est prescrit une par jour, rarement plus. On touche pas. Bon, elles ont pris des pilules pendant combien de temps quand elles arrivent chez vous? Je dirais une moyenne autour de 10 ans. Ça va souvent plus, quelquefois moins. Je peux faire une moyenne, je dirais, ça fait au moins une dizaine d'années qu'elles prennent des médicaments. Ce qui me surprend, moi, c'est qu'elles ont pris ces médicaments-là parce qu'elles avaient un mal de vivre et elles se retrouvent 10 ans après avec un mal de vivre encore plus grand. Absolument. Absolument. Parce que le médicament qu'elles prenaient au début pour pas sentir leurs émotions, pas sentir l'anxiété, ça l'a gelé, ça l'a arrêté un peu. Mais à un moment donné, le médicament ne donne plus ce qu'on lui demandait. Calme plus. Va créer de l'anxiété. Là, ils doublent, ils triplent, ils sont dans un cercle infernal. Puis aussitôt qu'elles ne touchent pas aux médicaments, elles le sentent, leur anxiété. C'est de l'angoisse. Fait que là, elles reprennent des médicaments. Là, elles n'en peuvent plus. Puis souvent, c'est découvert aussi dans leur milieu. Ouais. Ils traînent, ils oublient leur pilule. Il y a une découverte qui se fait au niveau de l'entourage. La honte. Ouais. La cure dure combien de temps chez vous? Pour les femmes qui prennent des médicaments, 28 jours. C'est difficile. Moi, il y a un alcoolique qui m'a déjà dit que ça a été pire de me désintoxiquer des Valium que de me désintoxiquer de l'alcool. C'est ce que je constate, moi. En tout cas, le sevrage aux médicaments est excessivement difficile et c'est aussi c'est physique, c'est très psychologique. Oui. Parce que juste à penser que là, on va peut-être diminuer une pilule, l'anxiété arrive, qui est grande, grande, grande. Ça double. Si on pense qu'on ne peut pas vivre sans ça et qu'on pense qu'on va te les enlever, ça doit être épouvantable. Est-ce que, docteur Allon, est-ce qu'il y a une dépendance physique ou psychologique dans le cas des Valium puis des activants? Les deux. Quand on est pris pour augmenter, comme vous le mentionnez, et qu'on est rendu à 10, 15, 20, 30, là, c'est une dépendance physique. Et quand on arrête ça, tout comme l'alcool d'ailleurs, ça crée un syndrome de retrait. La dépendance psychologique, c'est plus les gens qui prennent une activant tous les soirs avant de se coucher et qui n'imaginent pas qu'ils pourraient dormir s'ils n'en prenaient pas. Ils n'ont pas d'accoutumance physique, ils n'auraient pas de syndrome de retrait, mais ils en ont besoin. OK. Hélène, tu es travailleuse sociale dans un groupe communautaire qui s'appelle Elexir, puis vous faites de la prévention. Comment vous faites de la prévention? D'abord, on fait de la prévention auprès de Madame Tout-le-Monde, c'est-à-dire qu'on ouvre sur le sujet, comme on fait ce soir. On parle des modèles de consommation qui touchent les femmes plus particulièrement. Aussi, on regarde avec elles quelles sont leurs attitudes, leurs comportements, aussi face à la consommation, entre autres, de médicaments. Ensuite, ce qu'on fait aussi, c'est on travaille avec elles à très court terme sur des facteurs qui peuvent amener la consommation, entre autres les facteurs de stress. On regarde des moyens avec elles, soit dans leur milieu de travail ou à la maison,
Puis aussi, on a regardé aux alternatives à la consommation. Ça, c'est dans un premier temps. C'est quoi les alternatives à la pilule? C'est quoi l'alcool? Tu sais, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Mais quand on n'en prend pas, on peut en trouver avant d'en prendre. Mais c'est évident que quand on se retrouve avec des femmes qui consomment, là, on trouve d'autres moyens. C'est-à-dire, normalement, on réfère, on consulte aussi d'autres thérapeutes. Quelquefois, il y a besoin d'une maison, d'une thérapie en réadaptation. Bon, ta maison, toi, est située où? C'est où? Nous, on est en Estrie, on est à Sherbrooke. On est le seul organisme en prévention toxicomanie. On fait de la prévention, comme je vous dis tantôt, auprès de l'ensemble des femmes, prévention, promotion, mais aussi on fait de la prévention qu'on dit secondaire et on consolide aussi, on a un réseau d'entraide suite à une démarche de réadaptation. Pouvez-vous m'expliquer comment il se fait que les femmes les hommes vont prendre de l'alcool, vont boire de la bière, vont vraiment prendre un coup quand ils ont de la peine, prendre un coup quand ils ont une peine d'amour, et que les femmes vont aller vers les pilules? Avez-vous des réponses à ça? Moi, j'aurais une réponse, en tout cas. Oui. Les femmes, c'est, en général, là, les femmes, c'est pas très accepté qu'elles aient des humeurs. On les traite d'hystériques, qu'elles fassent des crises, qu'elles s'expriment. Puis souvent, elles vont crier parce qu'elles accumulent, elles accumulent. C'est pas pris, ça. On l'accepte pas. Puis les femmes, elles ont appris la soumission. Encore aujourd'hui, c'est comme ça. On prend une petite pilule, on est bien vu, on est accepté comme ça. Moi, c'est ce que je constate, une grande majorité des femmes que je vois, là, que je rencontre, avec qui je travaille, absolument. Pas le droit de crier, pas le droit d'être en colère, pas le droit de pleurer trop parce que ça dérange. Oui. Alors, oui. la petite pilule égalise le caractère. Puis aussi, l'image. On a beaucoup d'images que la bonne mère, la bonne femme là, sans jeu de mots, elle va pas... C'est toujours égal. Elle n'a pas trop d'émotions, elle. C'est toujours égal. Faut pas déranger. J'ai une bonne femme, elle a le caractère égal. Elle a le caractère égal. Les adolescentes, est-ce que vous... Ah, tu fais de la prévention, les adolescentes? Les adolescentes consomment, par rapport aux adolescents, 2 fois plus. Sauf que, statistiquement, les adolescentes, c'est la catégorie de femmes qui consomment le moins. C'est les femmes aînées qui consomment le plus. Mais on se retrouve, par contre, avec des modèles de consommation, si on regarde l'alcool ou les drogues, similaires aux hommes par rapport aux adolescents. Mais les adolescentes, c'est celles qui consomment le moins, mais qui vivent quand même un niveau de détresse psychologique très important à cause de la phase d'adolescence, puis aussi tout le contexte social. Mais c'est quand même la catégorie de femmes qui consomment le moins. Tantôt, on parlait ensemble de la prise d'alcool des hommes pour geler leurs émotions. Mais une femme qui prend de l'alcool, c'est encore... Une femme saoule, c'est encore très mal vu. C'est encore très, très mal vu. C'est tabou encore dans la société. Surtout pour les femmes de 30 ans et plus, particulièrement. Puis on se retrouve encore, c'est des femmes qui ont tendance à remplacer beaucoup, à vivre leur anxiété, puis à leur remplacer tous leurs problèmes par une consommation de médicaments. Ça m'inquiète, ce phénomène-là. Est-ce que, en tant que psychiatre, ça vous inquiète, cette surconsommation de médicaments, ce recours aux pilules pour être heureux? C'est l'idéologie, parce qu'au plan scientifique, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a 5 à 6 des gens qui risquent de devenir toxicomanes si des benzodiazépines ou si de l'alcool est disponible. Mais dans notre culture occidentale, on se dit le mal est en nous, donc il faudrait être fort, le surmonter, se faire aider par des moyens naturels. Et il y a une sorte d'idéologie qui fait qu'on est un peu contre les pilules. Comme il y a des gens qui sont contre l'idée de prendre des aspirines quand on a mal à la tête, d'autres qui en prennent volontiers. Dans d'autres cultures, comme en Afrique, par exemple, le mal est plus à l'extérieur. Et là, il s'agit de trouver des façons de contrôler le mal extérieur avec des incantations, des potions magiques, etc. Donc, ces gens-là pensent plus facilement qu'ils vont combattre le mal qui vient de l'extérieur. On vit dans cette culture-là. Comme tantôt l'alcool, dans notre culture, c'est vrai que les hommes combattent leur peine puis leur détresse et n'en parlent pas parce qu'ils prennent de l'alcool. Pour les femmes, ça arrive fréquemment que les femmes vont consulter un médecin ou des thérapeutes en se plaignant d'anxiété et de dépression. Donc, elles risquent plus de se retrouver avec des antidépresseurs et des anxiolytiques. Et elles risquent plus, puisqu'elles en prennent plus, de se retrouver en bout de ligne dans une maison de... Les résultats dans vos maisons
de désintoxication sont bons? Il y a peu de récidives? Il y a des récidives, puis il n'y a pas de statistique qui est faite. C'est difficile à dire. Ce qu'on peut constater, c'est que quand les femmes... Moi, je dis que les femmes sont très habituées d'accepter l'inacceptable. Quand elles viennent en thérapie, elles apprennent des choses sur elles. C'est très rare qu'il y a des femmes qu'on rencontre qui se sont arrêtées, qui se connaissent. Donc, quand elles sortent, elles ont des connaissances, elles ont des outils. Ça fait que là, elles vont continuer leur chemin. Mais effectivement, puis il y en a qui vont chuter, mais qui vont arrêter. Parce que j'en vaut la peine. Elles apprennent ça en fin de compte. Mais pour donner des chiffres, c'est difficile à dire. Je dirais qu'il y a un beau taux de succès, par exemple. Parce qu'avant, il n'y en avait pas beaucoup. Les femmes qui arrivent, tu m'as dit tantôt qu'elles arrivaient, bon, elles étaient désespérées, mais est-ce qu'elles arrivent avec peu d'estime d'elles-mêmes? Pas d'estime d'elles. Pas du tout. C'est sûr que je vous parle de la majorité des femmes. Il y a toujours des exceptions. Habituellement, pas du tout d'estime d'elles-mêmes. Pas du tout, du tout, du tout. Parce qu'elles se sont tues trop longtemps. Elles viennent à croire qu'elles n'en vaut pas la peine. Ils sont dans une bulle. Hein? Et le fait de prendre des médicaments en cachette, déjà, encore une fois, culpabilité de faire une chose qui n'est pas admise, alors que les hommes peuvent prendre des coups entre eux, puis, et que c'est accepté par la société. Oui, puis c'est des mères, souvent c'est des mères. La honte, elle est tellement grande. Genre, la honte, ça ravage complètement. On se cache, la difficulté à parler. Il y a assez de maisons comme la vôtre pour aider les femmes? Est-ce qu'il y en a assez? Pas. Il y en a bien peu. Il y en a bien peu, hein? Il y en a pas, il y en a pas pour femmes seulement, c'est à peu près la seule. Hein? Il y a peu de ressources pour les femmes comme telles, spécifiquement. En tout cas, pour les 5 ou 6 des femmes qui arrivent à être tellement désespérées, je pense que ça vaut le coup de faire de la prévention puis d'en parler comme ce soir. Merci. Merci. Vous me connaissez, il fallait que je demande l'avis d'une psychologue, et pas n'importe laquelle. C'est mon amie Joanne de Montigny. Allô, Joanne? Bonjour. T'as tout écouté ça? Oui, j'ai tout écouté ça. Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi les femmes prennent-elles tant de médicaments? Je pense qu'il n'y a pas de place pour la peine de nos jours. On dirait que c'est un tabou maintenant. Hein? C'est rendu que il faut se dépêcher à guérir. Il faut pas trop parler des problèmes. Tout va vite. Avoir accès à une pilule, c'est très rapide. Et dans ce sens-là, j'ai l'impression que de plus en plus, on fait face à cette problématique qui augmente, d'après moi. Et ça augmente parce qu'il y a de plus en plus de pertes. Il y a des pertes d'emploi. Oui. On vit dans une époque là, hein, où est-ce qu'il y a beaucoup de pertes d'emploi. Puis, il faut penser aussi que les deuils, d'être cher et tout ça autour, ça en fait beaucoup à supporter. Et quand tout arrive en même temps, parce que ça arrive aussi que des gens souffrent de plusieurs pertes à la fois, et c'est comme vers quoi je vais, et la première porte où on frappe, c'est chez le médecin. Et là, on demande de l'aide, et l'aide qu'on imagine recevoir, et que peut-être qu'on imagine qu'il soit le plus rapide, c'est une pilule. Hein? Mais penses-tu que les médecins pourraient offrir autre chose qu'une pilule? Qu'est-ce qu'ils peuvent offrir? Oui. Je pense que de plus en plus, les psychologues et puis des autres intervenants de la santé, on doit se mettre ensemble pour proposer d'autres alternatives. Par exemple, une banque de ressources. Si on disait à la dame qui vient nous voir, ou à j'allais dire cet homme, mais c'est plutôt les femmes à qui on propose ça aussi, si on disait, voici, il y a plusieurs alternatives. Il y aurait l'alternative de rencontrer une thérapeute. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Est-ce que vous êtes bien entouré? Est-ce que vous avez du soutien? Vérifiez un petit peu avant de procéder rapidement à donner de façon magique une façon de guérir trop superficielle parfois. Parfois, c'est absolument nécessaire. Il faut quand même comprendre ça. Mais à d'autres moments, c'est absolument geler la peine. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'on est beaucoup plus fort qu'on pense? Et qu'on vit au travers des malheurs. On les traverse. Oui. Et pour ça, il s'agit que quelqu'un croit en nous. Hein? Quand il y a quelqu'un devant soi, les rencontres sont importantes dans la vie. Et quand il y a quelqu'un sur notre chemin qui se met à croire en nous par toutes sortes de moyens, par une parole encourageante, tout
simplement parce qu'on doit, comme intervenant, croire en l'être humain et on doit faire émerger cette force-là. On doit l'accompagner, cette force-là. On doit l'assurer aussi qu'il va recevoir de l'aide. Et c'est dans ce sens-là qu'avec de l'aide et la force de l'autre, bien peut-être qu'on aurait moins besoin de médicaments. Hein? Est-ce que le CLSC, c'est pas un endroit idéal? Par exemple, tu vas voir le médecin, dans le bureau à côté, il y a une thérapeute, dans le bureau à côté, il y a peut-être des groupes de soutien. Oui. Dans les CLSC, c'est l'endroit idéal quand on est en détresse. Oui, je pense que de plus en plus, on s'en va vers ça, on s'en va vers des services élargis pour venir en aide aux gens qui souffrent de différents drames dans la vie, parce qu'on a à faire face à beaucoup de stress, beaucoup de peine, beaucoup de pertes. Et dans ce sens-là, on doit se réunir de plus en plus les gens et dire ensemble, les gens, les professionnels de la santé, les aidants, dire comment on va proposer différents moyens et que les gens aient le choix à tout le moins. Hein? Moi, il y a des gens qui viennent me voir, qui prennent des médicaments, puis il y a des gens qui viennent me voir qui n'en prennent pas et qui n'en prendront pas. Hein? Ça dépend, il faut évaluer ça. Il y a des cas qui sont suffisamment graves où est-ce que la pilule va aider, ne serait-ce que temporairement. Des fois, je fais une analogie avec la blessure physique. Hein? On ne marcherait pas sur une jambe cassée, mais on marcherait peut-être avec un pied qui a été déchiré un peu. Et là, il faut voir dans l'âme les ravages de cette blessure. Et moi, je consulte des psychiatres pour voir un petit peu dans tel cas. Hein, est-ce qu'on doit? Moi, je voudrais te dire quelque chose. Si tu gèles par exemple, il y a la mort de quelqu'un ou une séparation, une peine d'amour. Si tu ne la vis pas, je suis persuadée, si tu ne la vis pas parce que tu es gelé, parce que tu as pris des pilules, je suis persuadée que 2 mois après, 3 mois après, tu vas la vivre, ta douleur, quand tu auras arrêté tes pilules. Ça va rebondir. Et peut-être que dans certains cas, il faut la geler au début, parce que c'est trop dur, et on l'a entendu tantôt, parfois on peut aller même à penser à s'enlever la vie. Donc, le gel, ça peut avoir du bon sens, mais quand ça dégèle, ben oui, est-ce que ce sera dans 5 ans, dans 10 ans? Parce qu'on le voit, des deuils en différé qui peuvent être très difficiles, ou quand il arrive une perte, qui font lever d'autres deuils qui ont été gelés déjà. Et bien sûr qu'il y a un danger. De toute façon, c'est pour mettre son état un peu au neutre pendant un petit bout de temps. Mais quand est-ce qu'on va reprendre ça? Hein? Dans le cas des grands malheurs, quand il arrive, par exemple, un accident, qu'il y a un malheur et que toute une famille est impliquée, est-ce qu'on ne devrait pas se cotiser et s'offrir un psychologue ou une psychologue qui viendrait nous aider à débrouiller tout ça? Bien sûr. Oui. C'en est ça une alternative aux pilules? Oui, puis même si je suis psychologue et que j'adore mon métier, si on ne peut pas le faire, mais pourquoi pas se regrouper encore comme des bons amis, des gens qui vont aller... Et moi, j'ai des témoignages de familles en deuil qui me disent toujours, ben ça a été le petit plat qu'on m'a préparé, ça a été souvent des tout petits gestes qui ont redonné de l'énergie pour passer au travers l'épreuve. Et je suis persuadée que la grande solitude y est pour beaucoup dans le fait de se diriger automatiquement vers des pilules. On va à la pause, on revient dans quelques minutes. Dans 1 heure? Oh, pas de problème. Oh non, non, ça porte rien. Moi, j'adore cuisiner. Bye. J'adore cuisiner. Provigo lance les produits La Tentazione. Lasagne, pizza, sauce et cannelloni. Des plats au goût fin de l'Italie, prêts en un tournement. Moi, j'adore cuisiner. Provigo, laissez-nous vous surprendre. Je suis une grande fille avec mes pull-ups. Des culottes de grands qui font grandir. Les culottes d'entraînement pull-up sont plus efficaces que tout autre. Les pull-ups sont pourvues de Parfit. Elles retiennent l'humidité à l'intérieur et donnent une confiance accrue. Je peux les enfiler toutes seules. La confiance des grands commence avec les pull-ups. Oui, maman, je suis grande maintenant. Maman, quand tu manges tes Lipton pour les nouilles, ton bébé en mange-tu? Je pense que oui. Comme
ça, moi aussi, j'en mangeais quand j'étais dans ton ventre. Ça doit être pour ça que c'est ta soupe préférée. Puis toi, ta mère, elle t'en donnait-tu quand t'étais dans son ventre? Oui. Ça doit être pour ça que c'est ta soupe préférée. Ce n'est pas d'hier que la Lipton poulet et nouilles, c'est la soupe qu'on aime chez nous. Ta maman, toi, elle t'aimait beaucoup, hein? Oh oui, beaucoup, beaucoup. Arsenic, cyanure, mercure, plomb, ammoniac, goudron, nicotine. La fumée de cigarette est composée de plus de 4000 produits chimiques. Un cocktail nocif et mortel qui tue 40 000 Canadiens et Canadiennes chaque année. Laissez-vous pas avaler par le tabac. Réveillez vos papilles. Réveillez-vous au nouveau goût des délicieuses barres de céréales Soleil Matin de Christie. Une délicieuse garniture aux vrais fruits, enveloppée dans un nourrissant mélange à base de blé d'avoine et de son. Les nouvelles Soleil Matin, avec 7 éléments nutritifs essentiels. Si savoureuses qu'elles pourront faire partie de vos petits déjeuners. Levez-vous avec Soleil Matin et réveillez vos papilles. Presque la moitié des femmes savent ce que c'est qu'une infection vaginale. Si vous êtes du nombre, il y a de quoi vous intéresser. Le traitement qui a guéri le plus grand nombre de femmes vous est maintenant offert en vente libre. Vous connaissez déjà peut-être son nom, c'est Monista. Les médecins l'ont prescrit plus que tout autre. Ils font confiance à Monista. Il ne fait pas qu'atténuer les symptômes, il guérit. Si vous croyez avoir une infection vaginale à Candida, voyez votre médecin. Si vous savez que vous en avez une, procurez-vous un produit Monista. Fiez-vous au traitement qui vous guérit. Alors, par exemple, Jeannette, une épreuve, ça invite à traverser, même si on a peur, même si on sait que la traversée, ça va être peut-être orageux. Mais si on ne traverse pas, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Hein? Oui. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la traversée, peur de regarder en face, peur de dire je vais surmonter ce qui m'arrive, mais avec de l'aide. Je vais en parler. Et je pense que, encore une fois, une personne est capable à l'intérieur en autant... On est plus fort qu'on pense. On est plus fort qu'on pense. Et quand on se sent très faible, il y aura toujours quelqu'un de fort à côté de nous pour nous donner le coup de main dont on a besoin. Je suis persuadée qu'on a la force à l'intérieur, mais je suis aussi persuadée qu'il faut qu'il y ait quelqu'un sur notre chemin pour nous donner la main quand on est à terre. Et à ce moment-là, parce que des soignants, parfois, ont aussi peur de la souffrance de l'autre. Et on se sent impuissant. Et des fois, c'est infiniment triste ce que l'autre vit. Et quand on pense que des gens veulent s'enlever la vie puis qu'ils trouvent plus ça drôle d'être ici, bien à ce moment-là, c'est très triste pour l'intervenant, puis on se sent impuissant, puis on serait peut-être porté à trouver quelque chose de magique. Alors que la magie, au fond, c'est dans notre attitude d'ouverture, puis dans notre attitude d'accompagner l'épreuve de l'autre. Je ne crois pas qu'on s'en sort seul, mais je crois vraiment qu'il y aura toujours quelqu'un sur notre chemin. Il s'agit de demander, puis pour nous, d'offrir. Oui. Merci beaucoup, Joanne de Montigny. Je pense qu'on a cheminé, on a compris des choses avec tous les intervenants qui sont ici. Moi, je vous quitte en vous disant, on est plus fort qu'on pense. On peut traverser les épreuves sans se geler. Merci. À la semaine prochaine. Merci, Joanne. Merci beaucoup. À Jeannette tout court la semaine prochaine, des hommes et des femmes dans la quarantaine ou la cinquantaine qui ont pris le risque de tout lâcher pour réorienter leur carrière et leur mode de vie. Pose-moi. Voyez Europe 1 en primeur jeudi à 21h. Ici, Radio-Québec. Au Choc du présent, on vous présente cette nouvelle race de travailleurs autonomes, contractuels et surtout inquiets. Travailler sans filet, mardi 21h, à Radio-Québec.
Lundi, à Téléservice, on répond à quelques questions. Incorporer ou enregistrer son entreprise. Quelle est la meilleure litière pour les chats? Qu'est-ce qu'on mange avec Jean-François? Mais on pose aussi beaucoup de questions à notre invitée. La comédienne Francine Ruel. C'est un scoop, ça? C'est la vérité. Pour tout dire sur les choix du Québec, pour tout dire sur le prochain référendum, je reçois les acteurs de l'événement tous les mercredis à 20h30, en reprise le samedi à 18h30, pour tout dire. Hey, je sais pas si vous avez remarqué, ça fait 15 jours qu'il m'en parle. Il y a l'impression qu'on a engraissé depuis qu'on a tourné les images que vous venez de voir. Tu trouves, toi? Ah, Ça oui. pris combien de livres, tu penses? Moi, ça doit être autour de 10, 11, 10, Ouais. 11 et demi, peut-être. Et toi? Oh, quelques-unes ici et là, mais Ouais. sans plus, toi, mon beau. Moi, j'ai pris 3 grammes, mais j'ai arrêté une couple d'années. Bienvenue à l'émission, mesdames et messieurs. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Francine Ruel qui nous parle de sa carrière tant à la télévision, au cinéma qu'en littérature. Eh oui. Et aussi, on va parler théâtre. On va rencontrer Gilles Renaud qui va nous parler de Sea Horse. Et aussi, on reçoit René Gagnon. On va parler de duo pour vous obstiner et aussi de Scoop. Robert Morin vient de nous parler de Yes Sir Madame. Et en musique, on a l'appel Lara Fabian. Oui. Alors, vous nous revenez après la pause, mesdames et messieurs. N'oubliez pas, hein? D'un vrai vélo tout-terrain, il permet aux jeunes cyclistes de passer de 3 à 2 roues sans aucun outil. Le tricycle évolutif de 3 à 2 roues de Fisher-Price. Dans la vie, il faut savoir faire des compromis à l'achat d'une maison, à l'achat d'une voiture aussi, à l'achat d'une chaîne stéréo, même à l'achat de pneus. Non, pas les pneus. L'insécurité à tout prix. Pas de compromis avec la sécurité. C'est pas propre. Bon, bonsoir. Mesdames et messieurs, notre invité thème ce soir est une femme convaincue et qui, à tout le moins, sait ce qu'elle veut. Écoutez, à 10 ans, elle voulait être écrivaine, à 12 ans, elle voulait être comédienne. Aujourd'hui, elle joue, elle écrit. Accueillons sans plus tarder Francine Ruel! Bonsoir. Ça vous dit? Oui. Et toi? Ils sont bons là-dedans. Bonne époque. Ah, ce sont bons. Ça sent bon. C'est Montana. Parfum de peau, ça s'appelle. Parfum de? Peau. De peau? EAU, bien sûr. Oui, oui, d'accord. Bien sûr. Ouais, là, c'est en boutin, hein? Ah oui. Radio-Québec prend un autre parfum, hein? Oh, extraordinaire. Francine Ruel. C'est le sien. En 69, Oh mon Dieu. premier prix de conservatoire. Et oui. Hein? Ça date. Non, mais c'est vrai, premier prix, c'était important, un Ouais. premier prix. Ben, j'ai envie de dire, ça a pris 20 ans avant que ça serve. S'il y en a que c'est comme ça. Alors, si t'as envie de le dire, dis-le, Francine. Oui, alors ce soir, je dis tout. Non, non, ben, c'est des prix pour comédie classique que je n'ai jamais joué d'ailleurs. Ouais. Jamais, jamais. Mais c'était très Après. important Ah oui. à cette époque-là, premier prix de conservatoire, Oui, c'était il y en a eu important. deux, même. Il y en avait pas, ben oui, il y en avait pas Oui, il y avait un autre comédie Ouais. plus. Ouais. Et après ça, donc, ça a permis quand même, ce premier prix de conservatoire, de s'en aller en Europe. Je s'en allait en Europe pour commencer à écrire. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Comment ça se fait que, tout de suite, en arrivant là-bas... C'est parce que les Français, il n'y en a pas trop dans la salle, les Français n'étaient pas très liants à l'époque et j'étais timide. J'en ai gardé des petits bouts, mais je me suis retrouvée toute seule dans des cafés, seule, quoi, Ouais. pendant 1 an. Alors,
T'es là, t'attends dans des cafés. J'adore être assis dans des cafés, mais il faut que tu aies l'air occupé, tu sais, autrement t'as l'air de d'autres choses. Alors, j'ai commencé à écrire. C'est comme ça que c'est venu. Mais tu jouais là-bas quand même. Non. J'allais voir du théâtre, Ah, j'allais voir... un peu partout, j'étais en Italie, j'étais me promener, quoi, voir ce que les autres faisaient. Tu étais là longtemps? Presque une année, oui. Et tu as trouvé quoi par l'écriture? Oh mon Dieu, j'ai perdu mon côté fleur bleue. Ouais. Tu pars de Québec, la ville de Québec, et tu débarques à Paris. Oh, yo, ça fait... c'est un méchant choc. Et quand tu es revenu, est-ce que tu es retourné à Québec? Parce que oui, je suis retournée au Trident. Tu es venu à Montréal, Oui, quand même. je suis retournée au Trident jouer au moment où le Trident s'est formé. J'ai fait 2-3 productions. Et puis, ben après... j'en avais marre parce que les gens de Montréal venaient jouer à Québec. Ils venaient tous prendre les premiers rôles. Alors, vous n'aimiez pas ça à Québec, je me souviens. Moi, j'allais une fois, oui, c'était difficile. Et Seigneur, que je me suis fait taper dessus. C'est vrai? Ah, il n'y avait pas ça, hein, les gens de Québec, quand on arrivait à Montréal. Et c'était très un peu. Il y en a quelques-uns qu'on tolérait. Oui. Ceux qu'on savait que les gens de Québec ne pouvaient pas jouer, on se disait, ben c'est vrai, dans le fond, lui, c'est important. Tu commençais à Québec, hein? Ah, ouais. Mais c'était quoi, toi, ton passage? Parce que souvent, des gens qui arrivent de Québec, qui arrivent à Montréal, c'est en même temps, sans venir à Montréal, mais en même temps, c'est difficile parce qu'on quitte quelque chose que... Puis tu connais personne. Puis le conservatoire de Québec, contrairement à l'École nationale ou au Conservatoire de Montréal, c'est que les élèves, ils fréquentent les metteurs en scène, les réalisateurs. À Québec, tu travailles. Tu fais juste jouer en équipe et tu travailles. Il y a des Donc, bars, oui, mais tu vois pas le milieu, c'est pas pareil. On était comme presque au cloître. Moi, c'est l'impression que j'avais et j'ai adoré ça, par contre. Et donc, l'arrivée à Montréal, c'était quoi? C'était un méchant choc. J'ai passé des auditions à Radio-Canada pour des émissions pour enfants. Et on m'a dit, c'est de valeur, tout est distribué. Alors, j'ai fait, bon, OK. Et il y a des réalisateurs en équipe qui m'avaient dit, vous savez pas, vous écrivez pas, vous. L'écriture est revenue tout de suite. Et j'ai menti avec un beau sourire en dedans, ça faisait Angoisse. J'ai dit oui, j'écris, oui. Alors ils ont dit, ben voilà, il y a Minute Mammouth, il y a des séries qu'on commence. Ils m'ont donné des thèmes, j'ai été chez moi écrire et j'ai travaillé comme une folle. J'ai bossé. Mais j'ai vraiment appris l'écriture télé sur le tas. J'en donnais un texte en me disant, bon, ben c'est en attendant de jouer. Mais il y en a eu, puis il y en a eu, c'est comme ça. Parce que c'est vrai qu'effectivement, le jeu, pour toi, c'était plus loin, mais l'écriture a toujours pris... Bon, tu dis toi-même, en Europe, en arrivant là-bas, c'était l'écriture, tu reviens ici, ben, il y a des accidents dans la vie, j'ai l'impression, des beaux accidents. C'est un bel accident d'apprendre sur le tas. J'ai écrit pour le théâtre, j'ai écrit des chansons, j'ai comme fait presque toutes les formes d'écriture. Cinéma, télé, théâtre, chansons. Il y en a que j'élimine. Roman, jeunesse, là. Mais c'est quelque chose qui t'a apporté, j'imagine, beaucoup, parce que, je veux dire, pas tout le monde qui a cette chance-là non plus. C'est une autre chance. Mais je pense que quand tu es comédien, tu es obligé de te nourrir tout le temps. C'est quoi, quand tu es une longue période sans jouer, il faut que tu te nourrisses, il faut que tu continues à travailler ton métier. L'écriture m'a servi à ça, moi, je pense. Je pense que quand Léon est arrivé, j'étais prête. Je comprends. Écoute, ici, on va aller voir, Francine, il y a eu quand même beaucoup de choses qui sont faites. Il y a peut-être des choses que tu n'as pas vues depuis un certain temps. C'est-à-dire? Et tu vas avoir j'espère, des gentilles surprises. En tout cas, nous autres, ça nous fait beaucoup plaisir de te présenter ça. Et on va aller voir ça, des petits extraits. Alors, allons voir ça. Télésino, fais-nous tourner ça. Non, mais c'est pas comme ça. Ce qui arrive, là, c'est que Robert s'approche de Dorothée et lui dit, « Dorothée, est-ce que je peux t'envoler un petit baiser? » Et toi, Dorothée, tu lui réponds, « Pourquoi pas, mon gros chat? » Pourquoi pas, mon gros chat? C'est ça! L'amour est un de beau qui n'a jamais connu de loi. J'ai un peu mal à mes orteils, mais je n'ai pas du tout les pieds plats. Madame Salson, vous avez exactement un instant pour répondre à la question. Posez-la. D'accord? Je suis prête? J'y mets son préambule. Tout de suite, même. Oui! Eh bien, vous avez le dernier! Et maintenant, dites-moi, qu'allez-vous faire avec ces 110 000 coquerelles chez vous? Je vis seule enfin! On va être à l'avoir la compagnie, c'est extraordinaire, vous devez être contente! Comment, René? Je vais avoir une chambre, style colonial au grand complet, avec accessoires, des rideaux, des dessus de bureau, une affaire hein, pour mettre à terre à côté du lit, de ta tapisserie neuve. Oh. Non, pas fleuri, ça donne mal à la tête à Henri quand il dort. Mais voyons donc, Zénon,
Tout le monde avait d'esprit dit que c'est un exploit des chemises bleues de ton mari. Je trouve qu'il va un peu fort, Clément. Dans l'hôtellerie, s'il fallait se préoccuper de la religion des clients, je vois pas où on aboutirait. On n'est pas ici pour parler du mari de Zénone. Merci. On n'est même pas ici en réunion officielle, alors je propose, Maureen, que tu fermes le livre des minutes. Et que toi, tu mettes ton maillet de côté. Tu présides rien ici, Angélique, hein? T'es seulement la sœur de celle dont le cas nous préoccupe, hein, Bella? Ouais, il n'est pas dit que la liste puisse pas s'allonger. Pauvre petit minou, il travaille tellement. Il baisait, là. Pauvre petit minou baisait. Puis moi, j'en prenais à sourire la folle. T'avais pas à aller la voir. C'est pas de mes affaires, peut-être. C'est mon mariage, ma maison, ma vie, tabarnak. Je voulais ma te marier. vie. Mais te Ça veut marier. pas dire que je te haïssais, ça. Et Denis, je me serais levé un matin, toi, un salaud Costa Rica avec ta petite famille, avec l'argent de l'université. Tu penses que tu m'épargnais? En faire le va-t'en! Et le Gémeaux revient à Francine Ruel. Un rôle de soutien, c'est qu'il y a quelqu'un qui soutient aussi derrière. On travaille avec une équipe fantastique. Georges Mialka, Pierre Roule. Merci à Madame Cousineau d'exister. Ça me fait plaisir. Hein, Reggie? Hein? Ben, hey, ces deux hommes-là, là, ben, pas laid, puis avec de l'intelligence en masse, ben, ça, là, c'est ça qu'on appelle de la chance. Ouais. Ben, le contraire de moi. Puis, si je les ai aimés, là, ben, c'est pas pour 56 raisons, c'est sûr. C'est parce qu'il avait l'air de ce que j'aurais voulu être. Francine, tu disais tantôt, Éléonore est arrivée enfin, mais Éléonore, c'est tout récent. Et quand on regarde ce qu'on vient de voir, il y avait plein de rôles aussi avant. C'est comme si c'est très touchant de voir ça tout d'un bout. Bien, parce qu'on les fait à mesure, puis c'est comme, j'ai l'impression d'avoir une très jeune carrière. Ouais. Donc, d'en voir beaucoup à la fois, on oublie, je pense. On les oublie pas, mais c'est comme... Voilà. Bon. Et j'ai déjà lu aussi qu'il n'y a pas des rôles que tu aimerais jouer. C'est pas ça, toi. Tu sais, c'est comme il y en a souvent qui disent, moi, ce serait tel type de rôle que je voudrais faire. C'est pas ta préoccupation. Ben, non, c'est pas fait là. Là, je commence à avoir Ah bon, ben tiens, ça ben, change. j'ai comme plus Quels envie... sont-ils? J'ai plus Ouais. envie que les gens me voient dans quelque chose. Okay. Et là, j'ai envie de changer l'imaginaire du monde parce que je suis tannée de porter des bourreux. Tu sais, là, j'en porte une autre à partir de cette semaine. C'est comment... quoi? Ben, une courtisane, j'aimerais assez. Ah oui. Ouais, une qui fait travailler les autres. D'accord. Une qui fait pas grand-chose. Ouais, puis une monde vivant un peu, j'adore. hein. J'aimerais assez ça. Tiens, attends, quelque chose toi. d'époque ou... Mais tu as dit effectivement, pour reprendre ce que Pierre disait, qu'en même temps, c'était pas important pour toi toujours que toi tu sois en avant, mais c'est le travail que tu fais. Mais que, Ouais. mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un grand plaisir à être reconnu et à être bon, maintenant tout le Oui, monde te c'est regarde un peu agréable. Ben partout oui, et oui. puis bon, te reconnaît. On sait que c'est satisfaisant de payer son hypothèque, là, mais encore. Oui. Il y a un plaisir là-dedans, non? Oui, mais j'aime beaucoup travailler, j'aime beaucoup répéter. Comme là, présentement, c'est presque terminé les répétitions avec André Brassard et Gilles Renaud. Et c'est tellement agréable de travailler avec cet homme. Fignoler, recommencer. Là, s'il peut arrêter de nous couper des phrases, les changer de bord, qu'on les apprenne à Gilles. On peut en parler oui, tantôt. correct. Son hâte, mais ce travail-là, j'aime ça. Mais quand Scoop est arrivé, et ce personnage-là qui a pris une place incroyable et qui est dans la mémoire de tout le monde, est-ce que c'est pas quelque chose qui te fait plaisir quand même? Ben, tu le sais pas au départ, parce que, mettons que les premières fois que Léon est apparu à l'écran, je me suis fait dire, elle est bête. Alors que moi, je la voyais pas comme ça du tout. Pour moi, c'était une femme de cœur qui s'occupait du monde, elle mettait le point sur la... Mais j'ai appris à faire des colères, je faisais pas ça, moi. Pourquoi tu faisais pas de Non, colère? mais c'est bien agréable d'être payé pour faire ça en plus. J'ai
aimé ça bien. Ça sert d'exutoire, Ma en quelque famille a sorte. fait « Ah bon? Ouais. Non, mais c'est agréable, ça. Mais aussi, c'est ce travail, tranquillement, le personnage, mais tu le fais évoluer. Tu sais, c'est quoi? Il est écrit. Bon, au départ, on savait que c'était Mme Cousineau qui était un défi à relever, ça, Oui, hein? oui. Pas trop y ressembler, puis en même temps, s'en approcher. Ouais. Et puis... T'as bien fait ça, hein? Merci. Et de la rendre le personnage sensuel, l'amener ailleurs que juste un Gros personnage travail. carré. Je parle de Mme Cousineau. Oui. Moi, j'aimerais revenir sur l'écriture. C'est une fille de défi. Quand les gars de Brou t'ont approché, ils t'ont dit, il n'y a pas une fille qui a voulu écrire. Tu as dit, OK, c'est correct, moi, je vais écrire. Ben oui. Hein? Tu as écrit 2 romans jusqu'à maintenant à la courte échelle pour les adolescents. Et j'ai lu quelque part où tu disais, mais enfin, les préoccupations des filles, tu dis, les filles, il ne faut pas toujours rester en arrière des gars. Ouais. Et tu penses aux adolescents en disant aussi, prenez le flambeau, il faut faire attention au français, parce que bientôt, on va parler peut-être juste anglais. Oui. Est-ce que tu as l'intention d'écrire peut-être quelque chose là-dessus? Ben, Pour les adolescents, tranquillement, justement. je pense que j'ai pas envie de faire comme des pamphlets ou de dire voilà, ça devrait être ça, mais de toujours l'insérer. Comme dans Brou, j'ai dit au gars de Brou, qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai jamais mis le pied dans une taverne. Puis qu'est-ce que les filles ont entendu des tavernes? C'est des racontars, c'est les madames qui se plaignaient, que leur mari buvait trop, etc., etc. Donc je me suis servi de ça. Et c'est comme ça, je pense qu'on peut entrer avec notre univers féminin dans votre univers masculin et vous entrez dans le nôtre. Je pense que l'échange est agréable de cette façon-là. Francine, on le garde avec nous parce que tantôt, on va te poser quelques petites questions, peut-être un peu plus indiscrètes, mais on verra. Ce sera à toi de juger. Pour l'instant, je laisse la parole. Pour l'instant, tu vois, on sait même que tu écris des chansons, hein? Oui. Et là, une interprète là, absolument merveilleuse femme qui va nous chanter quelque chose. Je suis certain que tu vas avoir le goût d'écrire une chanson pour elle. C'est certain. On a Lara Fabian et qui nous interprète Layla. Lors d'une nuit dorée au couloir, le parfum des fleurs de rouge est si doux, le thé au jasmin